Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 19 novembre. De nombreux martyrs et blessés dans la bande de Gaza au 410e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste, notamment dans des bombardements au sud de la ville de Gaza. En Cisjordanie, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs ce mardi sous les balles des forces sionistes à Jenin, près de Qabbateya. Au Liban, l'entité sioniste assassine en moyenne plus de 3 enfants par jour depuis près de 2 mois, selon une alerte lancée par l'UNICEF. La Russie promet une réponse appropriée aux attaques ukrainiennes contre son territoire avec des missiles américains de longue portée. Attaque MS, le Kremlin brandit la menace d'attaque nucléaire. Et puis l'Algérie exige une condamnation publique et ferme des ingérences étrangères au Soudan, tout en appelant les parties soudanaises en conflit à accepter sans plus tarder un cessez-le-feu. Bonsoir à tous. Le génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza se poursuit pour le 410e jour consécutif. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce mardi, notamment dans un bombardement de l'aviation sioniste ayant visé le quartier d'El Sabra au sud de la ville de Gaza. Par ailleurs, un nourrisson est tombé en martyr dans un bombardement d'artillerie de l'armée sioniste ayant visé une maison au nord-ouest du camp de réfugiés de Nusayrat au centre. Et 2 civils, dont un journaliste photographe, sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce matin dans ces bombardements aériens de l'occupation sioniste dans le quartier de Sabra au sud de Gaza suite à des raids des forces de l'entité sioniste effectués dans la région. Et le bilan des victimes de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 43 972 martyrs et plus de 104 000 blessés. Depuis le 7 octobre 2023, les autorités palestiniennes de la santé ont fait état d'au moins 3 massacres commis au cours des dernières 24 heures dans l'enclave palestinienne, faisant 50 martyrs et 110 blessés. Et dans la bande de Gaza, ravagée par plus d'1 an de génocide, des Palestiniens s'activent pour retaper leurs maisons et pouvoir passer l'hiver à l'abri. Dépourvus de matériaux de construction de base, les Palestiniens de la bande de Gaza doivent faire avec les moyens du bord et revenir à des méthodes ancestrales vieilles de 70 ans. Maria Schoger. Avec l'hiver qui approche à grands pas et les températures qui commencent à baisser, les déplacés de Gaza n'ont pas oublié la rigueur de l'hiver précédent, durant lequel les pluies avaient inondé les tentes d'habitants déplacés par le génocide toujours en cours. Cette année, les réfugiés de Gaza refusent de vivre encore une fois le même scénario. Ils utilisent les maigres moyens du bord pour préparer des lieux où s'abriter durant les nuits glaciales qui arrivent. J'avais une maison de 3 étages qui m'avait coûté cher. Les Israéliens l'ont détruite. Alors j'ai construit cette pièce. J'ai récupéré 700 pierres de ma maison détruite. Et j'ai construit ce bâtiment avec de la boue. Mes enfants disent qu'il fait plus chaud ici que dans une tente. Plus que quelques jours nous séparent de la fin novembre. Les habitants de Gaza bâtissent de nouveaux murs,
Faute de matériaux de construction sévèrement restreints par l'entité sioniste, ils récupèrent les pierres des bâtisses détruites et avec une pelle, ils les mélangent à de l'argile et de l'eau. Les habitants de Gaza sont ramenés à 70 ans en arrière. Il n'y a pas de ciment, donc l'alternative, c'est de revenir à ce qu'on faisait dans les années 70, à l'époque de nos ancêtres, qui construisaient avec de l'argile. L'argile tient bon et nous sommes prêts à y vivre encore 20 ans. Le ciment n'étant pas disponible, nous ne pouvons pas construire correctement des maisons. Au cœur de Gaza, territoire meurtri par plus d'un an de génocide sioniste, et sur les ruines de leurs anciennes demeures, les habitants font preuve d'une ingéniosité sans limite pour se prémunir du froid qui s'annonce. Cette ingéniosité est bien le fruit de conditions de vie inhumaines qu'ils ont endurées pendant de longues années et qui s'accentuent depuis octobre 2023. Notre maison était très ancienne. Elle datait de 1936. Nous avons pu collecter ces pierres pour reconstruire un mur. Nous reconstruirons ensuite toute la maison. La mémoire des nuits glaciales et humides de l'an dernier est encore vivace dans la tête de cette vieille dame qui marche pieds nus sur un sol de terre battue. Fière, elle fait visiter son modeste refuge précaire. Cette pièce est faite de pierres que nous avons récupérées de maisons démolies, réutilisées et empilées avec de la boue parce que nous voulons continuer à vivre. Une volonté de vivre qui force le respect et qui ne saurait masquer une réalité atroce, celle d'un peuple pris au piège, condamné à une tentative de survie au jour le jour dans des conditions indignes. Avec l'approche de l'hiver, l'urgence humanitaire est plus criante que jamais dans cette bande de Gaza, oubliée de tous. Et je vous le disais en titre, en Cisjordanie occupée, le ministère palestinien de la Santé a annoncé que 3 jeunes Palestiniens étaient tombés en martyrs ce mardi sous les balles des forces de l'occupation sioniste à Jenin, près de Rabatiyeh. Les victimes sont âgées entre 24 et 32 ans. Les forces de l'occupation sioniste ont arrêté dans la nuit d'hier au moins 12 Palestiniens, dont des enfants et d'anciens prisonniers dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, selon la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens. Les arrestations ont été menées dans les gouvernorats d'El Khalil, Al-Ghiliyeh, Jenin, Ramallah, Tobas et Tulkarem. Et restez avec nous à suivre notre dossier consacré à la situation au Liban. Les forces de l'entité sioniste ont poursuivi leur bombardement contre le Liban, notamment sur la banlieue sud de la capitale Beyrouth, où au moins 5 Libanais sont tombés en martyrs et plus de 30 ont été blessés. Les Libanais qui étaient en état de choc au lendemain d'une frappe des forces de l'entité sioniste ayant visé un quartier densément peuplé dans le centre de Beyrouth au moment où ils inspectaient les lieux à la recherche d'éventuels survivants. Je ne sais pas ce qu'ils essaient de frapper. Il n'y a rien ici. Juste des civils, des résidents et des déplacés, c'est tout.
Que Dieu vienne en aide à tout le monde. Les vitres de tous les bâtiments environnants se sont brisées. Hier, nous étions assis ici, dans ce café, et soudain, la frappe a eu lieu. Ils prétendent toujours qu'il y a quelque chose lié au Hezbollah, mais c'est tout le contraire. Il y a un bureau dédié au chef du quartier, qui est là depuis plus de 40 ans. Il gère les démarches administratives pour les résidents, afin de les aider. Les gens viennent chercher leur carte d'identité, les papiers de leur famille, ou demander un service, c'est tout. Le Mortar a passé toute sa vie à servir la population. Il n'y a pas de bureau de Hezbollah, ni aucun autre type de bureau. Nous sommes ici depuis 40 ans. Ici, il y a un salon de coiffure, une boutique et un magasin de téléphonie mobile. Il n'y a rien d'autre. Dans ce dossier également, je vous en parlais en titre, plus de 200 enfants sont tombés en martyrs au Liban. Près de 2 mois après l'intensification de l'agression sioniste, selon une alerte lancée par l'UNICEF ce mardi, cela équivaut à une moyenne de plus de 3 enfants assassinés chaque jour. Bien que plus de 200 enfants aient été tués au Liban en moins de 2 mois, une tendance déconcertante se dégage. Ces morts se heurtent à l'inertie de ceux qui sont en mesure de mettre un terme à cette violence. Pour les enfants du Liban, c'est devenu une normalisation silencieuse de l'horreur. Et alors que l'agression de l'entité sioniste contre le pays du Cèdre se prolonge, des Libanais bravent le danger en essayant de mener une vie plus ou moins normale. La traditionnelle cueillette des olives se fait désormais sous le rugissement des avions de chasse et les colonnes de fumée à l'horizon. Souhila Kilal. Dans les oliveraies du village bucolique d'El Kfir, niché à 900 mètres d'altitude, au milieu des montagnes de Djebel el-Shir, les villageois agitent dès l'aube leurs bâtons dans les branches touffues des arbres pour cueillir les olives. Malgré le bruit lointain des avions sionistes qui brisent la quiétude des lieux et les colonnes de fumée visibles à l'horizon, ces hommes et ces femmes sont imperturbables. Au-delà de la tradition ancestrale qu'ils perpétuent, la récolte des olives représente pour eux une source de revenus et une manne financière non négligeable. Nous récoltons cet arbre car il constitue une source de revenus pour nous et pour le propriétaire. Ce qui se passe actuellement à la frontière prendra certainement fin, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans 1 an ou 2. Évidemment, la peur n'est pas absente. Comme vous le savez, la guerre fait rage dans le sud du Liban et même si les bombardements semblent lointains, nous ne savons jamais s'ils vont arriver jusqu'ici. Rien n'est sûr. Pourtant, nous continuons à récolter les olives. In'am Abou Rizq, 77 ans, et son mari sont agriculteurs. Une fois leur cueillette terminée, le couple trie, lave et met en conserve une partie des olives, tandis que l'autre partie est envoyée au pressoir du village pour en extraire la précieuse huile d'olive. Malgré l'atmosphère pesante due à l'escalade sioniste qui fait rage à quelques kilomètres de là, In'am et son époux sont heureux de pouvoir encore vendre leurs olives et leur huile. Nous sommes des agriculteurs et nous dépendons de la récolte des olives. Nous en tirons profit. C'est comme une banque et nous la stockons. Nous avons des clients qui appellent pour acheter des olives et de l'huile d'olive. Merci à Dieu. En cette saison de récolte, le pressoir traditionnel d'El Kfir tourne à plein régime. Même si le village a été épargné jusqu'à présent, les répercussions de l'agression sioniste sur le Liban, notamment sur le sud du pays, se font ressentir. Le propriétaire du pressoir traditionnel, Salim Kassab, parle du rallongement des délais de réparation des machines en cas de panne et de l'abandon des terres par leurs propriétaires. Les pannes des machines qui prenaient habituellement un jour pour être réparées peuvent désormais interrompre notre travail pendant 3 ou 4 jours. C'est l'un des principaux défis, sans oublier les bombardements. De nombreuses personnes ne sont pas revenues récolter leurs olives cette année et ont engagé des ouvriers pour le faire à leur place. Cette situation a naturellement éloigné les gens de leurs terres. Si à El Kfir, la récolte d'olives a pu se faire cette année, ailleurs, dans le sud du Liban, les villages ont été désertés et les champs abandonnés à cause des raids aériens et d'une offensive terrestre sioniste. Selon un rapport de la Banque mondiale, 12% des oliveraies ont été détruites, ce qui représente 58 millions de dollars de pertes financières entraînées par une perturbation des cueillettes à cause des bombardements et des déplacements.
Et au volet diplomatique, les dirigeants du G20 ont affirmé soutenir un cessez-le-feu global à Gaza et au Liban et salué toutes les initiatives constructives visant à mettre fin à l'agression génocidaire menée par les forces de l'occupation sioniste. C'était dans une déclaration commune après leur réunion à Rio de Janeiro où ils ont également exprimé leur profonde préoccupation face à la situation humanitaire catastrophique dans l'enclave palestinienne assiégée. Dans le dossier du nucléaire iranien et après déjà un avertissement en juin, les pays européens rejoints par les États-Unis ont décidé d'accentuer la pression sur l'Iran cette semaine au Conseil des gouvernements, plutôt des gouverneurs de l'AIEA, déplorant son manque de coopération. Une résolution critique doit être déposée dans les prochaines heures pour un vote prévu jeudi. Et je vous en parlais en titre, une nouvelle phase dans le conflit russo-ukrainien. C'est désormais de cette manière que la Russie considère les attaques ukrainiennes contre son territoire avec des missiles américains de longue portée, ATACMS, quelques jours après le feu vert de Washington à Kiev pour frapper le sol russe avec ses armements, ce que Moscou avait présenté comme une ligne rouge. Le chef de la diplomatie russe a promis ce mardi une réponse appropriée. Le fait que les missiles ATACMS aient été utilisés à plusieurs reprises dans la région de Briansk ce soir est bien sûr un signal qu'ils veulent intensifier le conflit et qu'il est impossible d'utiliser ces missiles de haute technologie sans les Américains. Poutine l'a dit à plusieurs reprises. Et le Kremlin a affirmé ce mardi que l'objectif de la doctrine nucléaire russe mise à jour était de faire comprendre aux ennemis potentiels que des représailles étaient inévitables en cas d'attaque contre la Russie ou ses alliés. La dissuasion nucléaire vise à faire comprendre à un adversaire potentiel l'inévitabilité de représailles en cas d'agression contre la Fédération de Russie. Ce document est extrêmement important. Analysez-le. Il est dit que la Fédération de Russie se réserve le droit d'utiliser des armes nucléaires en cas d'agression utilisant des armes conventionnelles contre elle, ce qui crée une menace critique pour leur souveraineté et leur intégrité territoriale. L'agression contre la Fédération de Russie par tout État non nucléaire avec la participation ou le soutien des États nucléaires est considérée comme une attaque conjointe. Et après 1000 jours du conflit russo-ukrainien et le feu vert donné par Washington à Kiev de frapper le territoire russe en profondeur avec des missiles américains de longue portée, peut-on parler de réels points de bascule dans cette guerre? Et pourquoi cette décision survient à ce moment alors que les Américains, contrairement aux Européens, étaient plutôt sceptiques quant à l'utilisation de ce type de missiles? Élément de réponse avec Karim Bouaziz. C'est le New York Times qui en aura l'exclusivité. On autoriserait Kiev désormais à frapper le territoire russe en profondeur avec des missiles américains de longue portée. Selon l'article, cette nouvelle émane d'une source officielle à l'intérieur de l'État américain, pourtant source non nommée. Mais encore, à y lire le contenu, il est question de davantage de lucidité plus on s'approfondit dans l'écrit. Puisque selon le même New York Times, les missiles américains devraient d'abord être utilisés dans la région frontalière de Koursk, contrôlée en partie par Kiev. Rappelons-nous, l'utilisation de ce type de missiles ne faisait pas l'unanimité entre d'un côté le président Joe Biden et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et d'un autre Lloyd Austin et le Pentagone.
À quelques semaines de l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, voudrait-on, dans le camp démocrate, marqué durement par sa débâcle historique à la récente présidentielle, couper l'herbe sous le pied du futur occupant au bureau ovale et peser ainsi sur les futures négociations avec Moscou? L'entrée dans le théâtre des opérations du côté ukrainien des missiles et ainsi atteindre des cibles à 300 ou 200 km au sein des territoires russes laisse pourtant sceptique plus d'un, en attendant une déclaration officielle du président américain concernant ce point de bascule dans la guerre. Les Européens, à leur tête Emmanuel Macron, auraient eu enfin gain de cause, lui dont l'élan belliqueux avait su bien camoufler de la part des officiels américains il y a encore peu. Ces derniers étaient restés fermes sur cette question, notamment le Pentagone qui ne voyait aucun avantage à provoquer la Russie et surtout exacerber les tensions dans une guerre perdue pour Zelensky et ses hommes. Ce même Pentagone, dès novembre 2022, avait tenté de forcer la main à Zelensky pour engager des négociations avec la partie russe, peine perdue à cause de son cercle extrémiste siégeant à ses côtés. Les médias européens, quant à eux, notamment français depuis le début du conflit en question, frappés de russophobie, n'ont pas pris en compte le tableau réel de la guerre en question et son évolution, mais avec le changement de la donne à Washington, qui ne serait pas synonyme de la fin du conflit. Le terme négociation est vu différemment du côté russe et du côté ukrainien. Pour Kiev, les territoires occupés doivent revenir à l'Ukraine, tandis que pour Moscou, les Ukrainiens sont incités à se retirer de Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Lugansk. Sans parler du statut neutre de l'Ukraine et plus question de son éventuelle entrée dans l'OTAN. Sauf que sur le terrain, le temps devient long pour Kiev, dont la perte de 600 000 hommes au moins se fait sentir. Sans parler des voix de plus en plus critiques et de plus en plus audibles, pointant d'après elles la guerre par procuration livrée par les Occidentaux et dont le lourd tribut est surtout porté par elles. Et nous allons justement évoquer les derniers développements de ce conflit avec notre invité du soir dans un instant. Et ce soir, nous avons le plaisir de retrouver Manuel Pouchelet. Bonsoir. Bonsoir monsieur et merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors Manuel Pouchelet, vous êtes expert en relations internationales et en géopolitique. Tout d'abord, l'opération militaire spéciale russe en Ukraine a franchi le cap des 1000 jours. Où en est-on aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, vous savez, vous l'avez évoqué dans votre édition de ce soir, nous avons, entre guillemets, célébré les 1000 jours de conflit, mais en même temps, il serait peut-être intéressant de rappeler certaines phases avec l'invasion russe, l'opération spéciale, c'est le terme qui a été utilisé par le président Poutine. Ensuite, vous avez eu, on va dire, des territoires qui ont été rapidement conquis par l'armée russe, et puis un retrait ukrainien. Ensuite, il y a eu l'effet inverse avec un retour, on va dire, progressif de l'armée ukrainienne, mais vous l'avez souligné ce soir, je pense que cette bataille est perdue puisque M. Zelensky a une partie de son territoire qui fait à peu près la superficie du Portugal qui a été conquise par l'armée russe et où justement, si vous voulez, cette partie est au sein de ces populations des minorités russes. Maintenant, le discours de l'Ukraine est toujours le même, il souhaite reconquérir les territoires perdus, mais je pense que malheureusement cela ne sera pas possible puisque le président Poutine a décrété que ces territoires conquis sont de nouveaux oblasts, donc en termes de droit international, cela pose question. Maintenant, ce que l'on peut dire à 1000 jours, on vient d'apprendre cette nouvelle qui vient des États-Unis avec notamment cette autorisation de missiles à frapper dans la profondeur, mais cela ne changera en rien le cours de la guerre puisque l'Ukraine est, je pense, dès aujourd'hui vaincue, si vous voulez. Et justement, j'allais vous relancer là-dessus, Manuel Pouchelet, fait marquant de ces 1000 jours de conflit. Washington a autorisé, comme vous venez de le dire, l'Ukraine à frapper la Russie à l'aide de ces missiles, de ces fameux missiles attaqués à Metz. Quel impact auront ces missiles de longue portée sur ce conflit ? En fait, quand vous regardez l'armée ukrainienne, finalement, elle est un peu hétéroclite, si je puis me permettre cette expression. Pourquoi ? Parce que vous avez des matériels européens qui sont anciens, et aujourd'hui, une guerre moderne, c'est ce que fait l'armée russe d'ailleurs, et on va dire des systèmes d'armes qui sont parfaitement interopérables. Donc, si vous voulez, l'efficacité de ces missiles n'est possible qu'avec une combinaison de moyens modernes, chose que l'armée ukrainienne n'a pas. L'objectif, en fait, des États-Unis, c'est le risque de la co-belligérance, comme l'a rappelé M. Poutine, qui aujourd'hui même a rappelé sa nouvelle doctrine nucléaire qu'il avait déjà modifiée au mois de juin dernier, ce qui veut dire, ce qui devient inquiétant, c'est que les éléments de langage du Kremlin se rapprochent, mais en même temps, pour revenir à la question que vous me posez aussi, c'est l'objectif de ces nouveaux missiles, c'est de taper en profondeur le territoire russe, mais plus précisément les bases logistiques. Il y a à peu près environ entre 200 et 250 objectifs qui ont été, on va dire, repérés par l'Ukraine, ou plutôt, j'allais dire, ses alliés de l'OTAN, pour justement frapper en profondeur et limiter l'impact logistique. La Russie a ses pleines capacités de production d'armes, chose que l'Ukraine n'a pas.
Très bien. Et ça, c'est important de le dire. Donc, si vous voulez, je pense que c'est le dernier sursaut, en tout cas concernant l'armée ukrainienne. Manuel Pouchelet, à peine cette autorisation donnée, l'Ukraine a tiré quelques 6 missiles attaque MS, donc selon Moscou, et doit-on s'attendre dans ce cas-là à d'autres attaques du genre ? Je pense qu'il y aura d'autres attaques du genre, mais en même temps, la Russie frappe aussi en profondeur le territoire ukrainien, dont l'objectif pour l'instant sont des cibles liées à la production d'énergie, puisque l'hiver approche à grands pas dans cette région de l'Europe, avec, vous savez, des températures relativement basses. Et finalement, la Russie renouvelle, on va dire, sa stratégie de couper l'Ukraine avec son énergie, c'est-à-dire sans électricité ou sans autres moyens. Tous ces vecteurs que vous venez d'évoquer ne fonctionneraient pas, si vous voulez. Ensuite, il y a quand même dans l'armée ukrainienne des chaînons manquants. Je pense à une aviation de chasse, puisqu'on a parlé des F-16 et puis depuis quelques mois, nous n'en entendons plus parler. Ensuite, vous avez, donc là, cette fois-ci, ce sont les missiles. Donc, excusez-moi, ce sont les derniers jouets que M. Biden autorise à M. Zelensky. Mais une chose est sûre, vous avez entendu, tout comme moi, le fils de Donald Trump qui, en Floride, a bien déclaré ces propos qui sont quand même très fermes en disant « Attention, ce sont les dernières livraisons. Après, nous allons nous désengager. » Et c'est vrai que l'arrivée et le résultat électoral de Donald Trump, où il a annoncé d'ailleurs pouvoir résoudre ce conflit en 24 heures, est quand même très pressant, tant pour les Ukrainiens et surtout les Européens. Et cette course à l'armement à l'Ukraine, donc en faveur de l'Ukraine, est-elle justement motivée par l'arrivée au pouvoir dès janvier de Donald Trump ? Oui, en partie, je pense que c'est, comme je vous disais, l'énergie du désespoir, et je vais vous reciter le fameux baron von Clausewitz qui disait « La guerre s'est imposée à l'adversaire, l'exécution de notre volonté ». Mais en même temps, je vous ferai remarquer que l'Ukraine, pour reprendre les propos du président français, M. Macron, n'a pas d'autonomie stratégique. Elle est dépendante de l'OTAN, elle est dépendante de ses puissances alliées qui aujourd'hui, vous l'avez remarqué, commencent à douter. Je pense au chancelier Scholz qui a refusé la livraison de missiles Taurus qui sont également de longue portée. Preuve en est que finalement, les Européens avancent divisés sur la question ukrainienne, puisque derrière cette question ukrainienne, notamment pour l'Allemagne, il y a d'autres enjeux. Je pense aux nouvelles routes de la soie, où le territoire russe doit être traversé, ainsi que le territoire ukrainien, pour aboutir à Duisbourg, qui est le point d'entrée de ces nouvelles routes de la soie. Vous aviez également le projet Nord Stream, qui a été saboté. Et on commence à y voir certains projets. Donc je pense que le journal de marche des opérations concernant l'armée ukrainienne est délicat. Pourquoi ? Puisque M. Zelensky prévoit de lever 160 000 hommes, et le problème c'est bien d'avoir ces derniers armements, mais vous savez, un soldat, pour qu'il soit performant sur le terrain, c'est minimum 1 an de formation, et ensuite il faudra aussi former les servants de ces missiles. C'est ça le problème. Et pour l'instant, c'est ce qu'il n'a pas. Ouais. Et pour revenir aux États-Unis, Manuel Pouchelet, à quoi s'attend aujourd'hui le président américain Joe Biden, dont le mandat d'ailleurs arrive à expiration, après avoir autorisé l'Ukraine à frapper en profondeur le territoire russe ? C'est difficile, vous savez, de décrypter le langage de M. Biden, puisque vous l'avez très bien dit, il est en fin de mandat. En plus, le secrétaire d'État américain ainsi que le secrétaire d'État à la Défense ne se sont pas rendus dans la région depuis longtemps, puisque l'ordre du jour des Américains est principalement la guerre à Gaza. Maintenant, ce que l'on peut dire, c'est que les Américains, en proposant ce choix à M. Zelensky, il faut aussi se poser la question du financement de ces armes, puisque ce sont des armes qui sont relativement coûteuses, mais en même temps, je pense que c'est un petit peu une espèce de barouf d'honneur de M. Biden pour justement, peut-être, on va dire, handicaper dès le début la présidence de M. Trump, parce justement, que vous savez plutôt considérer cela comme un cadeau empoisonné à son successeur. Oui. Je pense que oui. Maintenant, vous savez, Donald Trump, il a une franchise de propos, tout comme M. Poutine, et je pense que ces personnes-là sont capables de s'entendre, on va dire, sur cette issue que l'on attend tous, puisqu'en Europe, on a déjà des voix discordantes. Regardez, j'ai évoqué le choix de M. Scholz, mais en même temps, on a aussi des mots quand même relativement sous-pesé aussi de M. Macron qui parle de négociations. Mais vous savez, moi j'ai entendu pas mal de choses aujourd'hui sur ce sujet. L'objectif aussi de ces missiles, c'est
un message qui est un petit peu caché, qui est aussi de frapper en profondeur et de démontrer que les Ukrainiens sont capables de s'attaquer à la Corée du Nord, qui est on va dire, l'allié qui vient d'être engagé aux côtés des forces russes en tout cas. Très bien. Et Emmanuel Pouchelet, face à toutes ces attaques et ces provocations occidentales, la Russie menace désormais de recourir à l'arme nucléaire. Est-ce une menace réelle aujourd'hui ? Vous savez, la Russie, quand on regarde son histoire avec l'utilisation de l'arme atomique, elle est quand même restée, et ainsi que les propos ont été pondérés de M. Poutine, ça c'est important. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je vous ai évoqué une évolution de la doctrine russe au mois de juin dernier. Aujourd'hui, nous avons eu de nouveaux éléments de langage. Je rappelle aussi que la doctrine d'emploi de l'arme nucléaire, c'est la paix par la peur. Maintenant, vous savez que l'emploi de cette arme nucléaire est aussi réversible pour ses utilisateurs. Tout dépend de où vous allez frapper, qui vous allez frapper, et ensuite, bien sûr, il y a une condamnation. Je pense que la Russie ne tombera pas dans le piège d'utiliser une arme nucléaire alors que l'on entend déjà parler de négociations. Et justement, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a accusé l'Occident de faire dans l'escalade, à l'heure où des voix s'élèvent pourtant en faveur de la paix. Pourquoi les Occidentaux chercheraient-ils aujourd'hui à faire durer le conflit russo-ukrainien ? C'est difficile, vous savez, de répondre à cette question de manière très précise. Pourquoi ? Parce que derrière, vous avez des enjeux que sont l'industrie d'armement européenne qui, avant cette guerre, tournait au ralenti et voire même était déficitaire, puisque d'ailleurs l'action et les mots, les éléments de langage, excusez-moi, du Kremlin étaient de pointer du doigt justement ce déficit d'armes et de munitions. Et aujourd'hui, vous avez l'effet inverse, puisque côté occidental, cela fonctionne. Maintenant, je pense que ceux qui vont se faire piéger dans ce jeu, ce sont bien entendu, encore une fois, l'Union européenne qui est incapable, si vous voulez, de s'entendre. Maintenant, les Américains, il y a aussi, côté américain, un élément, qu'il faut prendre en compte, c'est que vous savez que le fils de Hunter Biden, M. Biden, a aussi de gros intérêts en Ukraine, donc forcément, il souhaite aussi les défendre, alors qu'avec M. Donald Trump, ses intérêts seront perdus de façon définitive et qu'une solution de paix est d'urgence à rechercher. Très bien. Merci beaucoup pour votre éclairage, Emmanuel Pouchelet. Merci, monsieur. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales et en géopolitique. Ce conflit, on en parle encore. Sur le terrain, plusieurs bâtiments ont été endommagés et une opération de secours est toujours en cours après une attaque de drone à Lukiv, dans la région de Soumy, au nord-est de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré plus tôt qu'une frappe russe avait tué 7 personnes dans la région frontalière ukrainienne de Soumy. Et la Russie poursuit sa progression à l'est de l'Ukraine, revendiquant ce mardi au 1000e jour de son offensive contre l'Ukraine la prise d'un village près de Kourakove, dans l'est du pays, l'un des secteurs du front où ses troupes avancent face à une armée ukrainienne qui recule depuis maintenant plusieurs mois. Au 1000e jour de son offensive contre l'Ukraine, la Russie a assuré que son armée vaincrait les forces ukrainiennes en difficulté dans plusieurs secteurs face à des troupes russes qui avancent depuis plusieurs mois. Au moment décisif, et ils le seront l'année prochaine, nous devons empêcher quiconque dans le monde de douter de la stabilité de l'ensemble de l'Ukraine. À ce stade de la guerre, il est décidé qui l'emportera, soit nous ou bien l'ennemi. Nous, les Ukrainiens et les Européens, et tous ceux qui, dans le monde, veulent vivre librement et ne pas être subordonnés à un dictateur. Par ailleurs, le comité d'enquête de la Fédération de Russie a détaillé ce mardi le mode opératoire de l'homme et de la femme qui ont été arrêtés pour l'attentat à la voiture piégée qui avait tué un officier russe dans la péninsule de Crimée.
Une femme qui effectuait une mission de service de sécurité ukrainien surveillait un militaire afin d'établir ses itinéraires de déplacement, sa routine quotidienne et les véhicules qu'il utilisait. Son complice ayant fabriqué un engin explosif artisanal et l'ayant installé en dessous de la voiture, l'a fait exploser. Résultat, le capitaine du premier rang, Valéry Trankovski, est mort. Voilà, ce 19h se poursuit. Restez avec nous pour suivre tout de suite l'actualité en Afrique. Et tout d'abord en Algérie, suite au remaniement du gouvernement opéré hier par le président réélu Abdelmadjid Tebboune, Ahmed Attaf a pris ce mardi ses fonctions de ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines et présidé la cérémonie d'installation de Selma Barta Mansouri comme secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines et de Sofiane Chaïb en tant que secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger. Je remercie Monsieur le Président de la République et je salue sa décision de renforcer le ministère des Affaires étrangères en nommant 2 secrétaires d'État, l'ambassadeur Selma Barta Mansouri, secrétaire d'État en charge des Affaires africaines, et l'ambassadeur Sofiane Chaïb, secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger. Cette résolution réaffirme l'importance particulière et la haute priorité que le Président de la République attache à ces 2 volets, piliers fondamentaux de la politique étrangère algérienne. السياسة الخارجية الجزائرية في ظل هذه الظروف فإن الجهاز الدبلوماسي لبلادنا مطالب بالعمل. Dans ces circonstances, l'appareil diplomatique de notre pays est tenu de travailler davantage afin de relever les objectifs stratégiques fixés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui aspire à une diplomatie proactive, dynamique et rapide, afin d'appuyer le rôle de l'Algérie au niveau régional et international et prévenir les menaces et risques qui l'entourent. Une diplomatie qui s'adapte au changement et qui défend les intérêts nationaux. Et enfin, une diplomatie révolutionnaire par excellence, inspirée et informée de l'histoire précieuse de la génération de nos ancêtres diplomates révolutionnaires. الذي صنعه أسلافنا من جيل الدبلوماسيين الثوريين. En parlant de menaces sur le continent africain, les autorités soudanaises ont annoncé la mort de 5 civils à la suite d'une attaque attribuée aux forces de soutien rapide sur une mosquée de la ville d'Omdurman à l'ouest de la capitale Khartoum. Depuis la mi-avril 2023, un conflit oppose l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, faisant plus de 20 000 morts et plus de 13 millions de déplacés et réfugiés. Et je vous le disais en titre, l'Algérie a appelé la communauté internationale à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan, exigeant une condamnation publique et ferme des ingérences étrangères dans ce pays, tout en appelant les parties soudanaises en conflit à accepter sans plus attendre un cessez-le-feu. L'appel a été lancé par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, lors de son intervention au Conseil de sécurité suite à l'échec de l'adoption d'un projet de résolution appelant à l'arrêt des hostilités au Soudan. La tentation qui consisterait à mettre sur pied d'égalité le gouvernement internationalement reconnu du Soudan et les forces d'appui rapide nous met mal à l'aise. Par ailleurs, il faut adopter une démarche progressive et sage dans les réponses que nous apportons, en tenant compte des véritables conditions sur le terrain, telles que décrites par le secrétaire général des Nations Unies, en tenant compte des vues exprimées par le gouvernement soudanais. Nous demandons également à nouveau une condamnation publique ferme des ingérences étrangères au Soudan et nous demandons une nouvelle fois le plein respect du régime de sanctions établi et de l'embargo sur les armes par tous les États membres.
Et lors de cette même réunion, le diplomate algérien a affirmé que l'Algérie continuerait à apporter son soutien aux efforts déployés par le secrétaire général de l'ONU et de son envoyé personnel pour amener toutes les parties soudanaises à la table des négociations. En dépit du fait qu'aujourd'hui le Conseil ne soit pas tombé d'accord pour adopter cette résolution, l'Algérie continuera d'apporter son soutien aux efforts déployés par le secrétaire général et son envoyé spécial, son envoyé personnel, pour amener toutes les parties soudanaises à la table de négociation. Et, en conclusion, nous demandons encore et encore aux parties soudanaises d'accepter enfin, sans plus attendre, un cessez-le-feu. En Afrique, toujours en Tanzanie, au moins 16 personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement samedi d'un immeuble à Dar es Salaam, la capitale économique du pays, selon un nouveau bilan. L'immeuble situé à Kariakou, le marché le plus fréquenté de ce pays d'Afrique de l'Est, s'est écroulé pendant que des gens y faisaient leurs courses. L'un d'entre eux est mon grand-père, Hilary Minja. En tant que famille, nous avons le cœur brisé par cette perte. J'adresse également mes condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches dans cette tragédie. Nous avons été informés du décès de notre père avant-hier. Nous avons suivi les procédures à l'hôpital et confirmé que c'est vrai, notre père faisait partie des personnes décédées. Aujourd'hui, nous sommes ici pour finaliser les arrangements pour que notre père repose en paix alors que le gouvernement assume ses responsabilités. Le Nigeria a commencé la vaccination contre le Mpox en administrant des injections aux agents de santé et aux personnes au système immunitaire vulnérable dans les hôpitaux de la capitale Abuja, plus d'un mois après le début prévu du programme. Une première quantité de 899 000 doses de vaccins a été allouée aux 9 pays d'Afrique les plus durement touchés par la flambée de Mpox. L'Afrique du Sud en pleine transition énergétique. Les autorités du pays envisagent désormais de mettre à l'arrêt 5 des 14 centrales au charbon d'ici 2030 pour s'orienter vers des énergies vertes. Le point avec Amal Amzian Zitouni. Un vide glacial règne dans les couloirs de la centrale au charbon de Komati depuis sa fermeture en 2022, lorsque le site a été désigné pour héberger un projet phare de la transition énergétique en Afrique du Sud. 2 ans après l'arrêt de la plus vieille centrale du pays, le projet patine. Les emplois de la centrale de Komati, à 200 km de l'est de Johannesburg, ont été supprimés et les travaux de reconversion du site pour la production d'énergie renouvelable n'ont pas été avancés, à l'exception de quelques projets secondaires liés à la transition. De nombreuses choses auraient pu être faites différemment, comme la transition directe entre la fermeture de la dernière centrale à charbon et les énergies renouvelables, mais cela ne s'est malheureusement pas produit. Le plan de transition énergétique prévoit moyennant une aide de 497 millions de dollars de la Banque mondiale. Les employés doivent être convertis et les infrastructures du site remodelées. Mais tout ou presque reste encore à faire. Beaucoup de gens de Komati sont mécontents de la transition. La centrale constituait la principale source d'emploi dans la petite ville. Lorsque nous avons perdu nos emplois ici à Eskom, cela nous a beaucoup dérangé en tant que communauté de Komati, parce qu'il y a aussi des gens qui se sont retrouvés sans rien à la fin, et c'était très mauvais. Nous n'avons pas aimé cela, et même aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Nous avons donc divers engagements avec la communauté. Il y a certainement un mécontentement de la part de la communauté elle-même, compte tenu du temps écoulé entre la fermeture et ce qui se passe actuellement. Mais Eskom fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que la ville ne devienne pas une ville fantôme.
Komati employait 393 personnes selon Eskom, la compagnie publique propriétaire des lieux. Seulement 162 sont encore sur place. D'autres ont accepté des mutations ou des compensations de départ. 7 personnes ont été formées pour travailler sur ce projet d'aquaponie. Je pense qu'ils en font assez pour la communauté, puisque comme moi qui ne travaillais pas, j'ai maintenant l'opportunité de travailler dans l'aquaponie, qui est une autre idée qu'ils ont eue en termes d'opportunités d'emploi, de création d'opportunités d'emploi. Les autorités sud-africaines envisagent de mettre à l'arrêt 5 des 14 centrales de charbon du pays d'ici 2030. Les errements de Komati serviront-ils de leçon pour les autres centrales emmenées à fermer? Seuls les jours à venir nous le diront. Dans l'actualité également, les dirigeants du G20 ont réaffirmé ce mardi leur engagement en faveur du multilatéralisme et se sont engagés à réformer le système de gouvernance mondiale selon la déclaration des dirigeants du G20 de Rio de Janeiro. Les dirigeants se sont ainsi engagés à œuvrer en faveur d'un système multilatéral revigoré et renforcé, ancré dans les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies et du droit international avec des institutions renouvelées et une gouvernance réformée plus représentative et efficace. Et s'agissant à présent du volet climatique de la réunion du G20 à Rio, les participants de la conférence sur le climat de l'ONU, de la COP29, ont noté les avancées générales sur la finance climatique pour les pays en développement, mais ont prévenu que le plus dur restait à accomplir à bas coût. Pour certains, la déclaration du sommet du G20 est un recul, voire une trahison. Le résultat du G20 est un recul par rapport aux engagements précédents. La déclaration mentionne l'accord de la COP29, mais seulement en partie, et ne parle pas de la transition vers l'abandon des combustibles fossiles. C'est une trahison car nous voulons que le G20 et d'autres sommets de ce type soulignent que le monde a décidé d'abandonner les combustibles fossiles. Il est évident que ce sont les pays du Nord qui doivent montrer la voie en matière de transition vers l'abandon des combustibles fossiles, montrer que c'est faisable, que c'est possible, que c'est bénéfique. Si vous regardez les États-Unis, cela ne s'est pas vraiment produit et il est peu probable que cela se produise sous la présidence de Trump. Nous devons donc travailler davantage sur la réduction de la demande et sur les arguments économiques. Dans l'actualité aussi, la justice hongkongaise a condamné ce mardi 45 militants pro-démocratie reconnus coupables de subversion à des peines de prison allant jusqu'à 10 ans, et ce à l'issue du plus grand procès organisé à Hong Kong pour atteinte à la sécurité nationale. Je pense que le point important est l'état de droit. Si quelqu'un commet une infraction, qu'il s'agisse d'une infraction à la sécurité nationale ou d'autres infractions, et qu'il existe des preuves suffisantes, nous le poursuivrons. Et vous parlez des autres personnes qui ont été impliquées ou qui ont été arrêtées précédemment, mais qui n'ont pas été inculpées. Je pense que dans tous les cas, si nous disposons de preuves suffisantes, nous les arrêterons et nous les poursuivrons. Il n'y a pas de délai de prescription, sauf si les infractions individuelles sont assorties d'un délai de prescription. Et Pékin a affirmé que les critiques des pays occidentaux profanaient et piétinaient l'état de droit après la condamnation à Hong Kong pour subversion des 45 militants pro-démocratie à des peines de prison.
Certains pays occidentaux ignorent le fait qu'ils utilisent les procédures judiciaires pertinentes pour défendre leur propre sécurité nationale, tout en condamnant arbitrairement les tribunaux de Hong Kong qui appliquent la loi sur la sécurité nationale. Ce type de comportement profane et piétine gravement l'esprit de l'état de droit. Et toujours en Asie, le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin a estimé ce mardi que l'alliance américaine avec les Philippines transcenderait les changements d'administration alors qu'il réitérait son soutien à la nation d'Asie du Sud-Est. Austin et son homologue philippin Gilberto Teodoro se sont exprimés lors d'une conférence de presse lors d'une visite au commandement occidental de l'armée philippine sur l'île de Palawan près de la mer de Chine méridionale. L'Amérique est profondément engagée dans la défense des Philippines. Notre engagement envers le traité de défense mutuelle est inébranlable. Et permettez-moi de répéter que le traité de défense mutuelle s'applique aux attaques armées contre nos forces armées, nos avions et nos navires publics, y compris nos gardes-côtes, partout dans la mer de Chine méridionale. Enfin, les 13 hauts fonctionnaires et ex-ministres du régime bangladais déchus de Sheikh Hasina ont quitté le tribunal où ils ont comparu pour avoir permis des massacres lors de la répression meurtrière des émeutes de l'été dernier. Ils sont accusés d'avoir ordonné les violences contre les manifestations lancées au départ par les étudiants. Commettre un génocide et des crimes contre l'humanité, c'est s'assurer de ne pas rester longtemps au pouvoir. Et il faut faire face à la justice. En voyant la procédure judiciaire d'aujourd'hui, ceux qui rêvent de devenir des autocrates dans l'avenir du Bangladesh, en tirant les conséquences et les leçons. Le tribunal a autorisé mes observations orales à communiquer avec les accusés. Le tribunal l'a accepté en disant « Oui, les avocats de la défense pourront parler l'un après l'autre aux accusés de manière disciplinée et ordonnée. » Et c'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.